Vous êtes développeur ou développeuse. Vous avez atteint ou dépassé la barre des 6 ans d'expérience. Et on vous considère maintenant senior. Et après? Parce que si on est senior après seulement 6 ans d'expérience, bah c'est quoi la suite? C'est quoi le projet? Vétéran, grabataire? Non, alors, en fait, vous avez peut-être entendu parler des rôles de Staff Engineer, Principal Engineer, Distinguished Engineer et Philo Engineer. Oui, ces fameux rôles où on peut atteindre des salaires à 6 chiffres. Bon, alors attention, parce que pour ces salaires, l'idée c'est pas de devenir juste une version pimpée du senior développeur. Il s'agit pas de coder plus vite ou plus longtemps, ou de savoir coder sans utiliser Google et Stack Overflow, et ça j'admets que c'est compliqué. Non, en fait, c'est un peu différent. Mais je comprends que ce soit flou. Parce que entre les entreprises qui ont juste utilisé le mot staff pour apaiser des tensions salariales, ou celles qui, au contraire, ne veulent même pas en entendre parler, parce que bon, faut être sérieux à un moment, et pour progresser, bah faut être manager, et puis c'est tout. I can't believe you're still not wearing a suit. Bah voilà, entre les deux, il y a beaucoup à dire. Staff, je vais utiliser maintenant uniquement le mot staff, plutôt que de tout relister à chaque fois, principal, etc. Donc staff, c'est pas uniquement une fonction ou un rôle. Ce sont des personnes qui peuvent tout changer dans une boîte, parce qu'elles savent trouver quels sont les vrais problèmes à résoudre. Mais on va démystifier tout ça, et on va parler de la notion d'impact, du rôle de staff, de comment on devient staff, et accessoirement de combien ça gagne. Et tout d'abord, je me suis dit, et si j'allais demander à quelques personnes, qu'est-ce que c'est qu'un staff? Alors je vais te poser une question. Est-ce que tu sais me définir ce que c'est qu'un staff engineer? Un staff engineer? Ouais. Je dirais que c'est plutôt une équipe d'ingénieurs. Ou en tout cas, c'est là tu me poses comme ça à brûle pour point. Ouais. Alors c'est très intéressant parce qu'on a eu la question hier soir et qu'on ne savait pas vraiment répondre à la question. On parlait de Dimitri Bailly justement qui était staff chez Back Market. On n'arrive pas à définir la différence entre engineering manager et staff engineer. Donc vraiment je ne saurais pas dire. Ah ouais, c'est une bonne question ça, staff engineer. Pour moi, ça va être un rôle qui est assez important quand les équipes commencent à grandir et à grossir, et qui va être là pour aider les équipes à faire mieux, à rentrer dans certainement du détail en termes de pratiques, de problématiques à gérer, selon moi, en laissant de côté les problématiques de management, mais être vraiment sur le leadership tech pour les accompagner au quotidien et aller faire de la qualité un cheval de bataille. Ok, il y a quelque chose, mais on va aller regarder un peu plus loin maintenant. Enfin la PR. J'ai demandé aux gens du design system d'intégrer les changements que j'ai fait dans les drapeaux qui sont hors du design system dans le design system. Vous ici, Back Market. Voilà, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que c'est un staff engineer? Ça c'est plutôt une question pour toi, mon cher. Un staff engineer, c'est l'huile dans les rouages, c'est quelqu'un qui va permettre de fluidifier un peu les interactions entre l'entreprise, la vision et la réalité du quotidien. Donc à la fois exécuter les opérations en tant que contributeur individuel, se rapprocher de la stratégie pour la mettre en place, accompagner et aider les ingénieurs sans jamais les manager, que uniquement au travers du mentorship et du leadership. ABC News. Bon, maintenant, je vais prendre la main et je vais essayer d'expliquer un peu ce métier. Moi, il y a une notion que j'aime utiliser pour illustrer ce que c'est qu'un staff, et je crois qu'elle va parler à tout le monde, quel que soit le métier, front, back, data et même design, c'est l'impact. Bon, ok, mais c'est quoi l'impact? Je vais essayer de définir ça aussi. Je dirais que c'est la capacité à influencer positivement une organisation. Une organisation, ça peut être une équipe, un département, dans une entreprise, l'entreprise tout entière, ou même un secteur industriel entier. Ouais, je vous l'accorde, c'est un sacré programme. Bon, et avoir de l'influence, à un moment, c'est plus uniquement une question de technique. Donc déjà, si on doit dire ce que n'est pas un staff, bah ce n'est pas un senior++. Ce n'est pas juste un dev joker qu'on sort dans les situations désespérées. Mais bon, ça, je l'avais déjà dit un petit peu en intro. Donc, c'est quoi? Pour simplifier, je dirais que un ou une staff, c'est une personne qui n'est pas juste une personne qui sait résoudre des problèmes, mais c'est une personne qui sait créer de nouvelles routes pour l'entreprise, qui sait amener des options sur la table. Alors on va essayer d'être un peu plus concret, on va prendre des exemples. Est-ce que vous connaissez John Carmack?
C'est le créateur, entre autres, de Wolfenstein 3D, de Doom et de Quake. 3 monstres historiques des jeux vidéo, et plus particulièrement des jeux de tir à la première personne. Pour chacun de ces jeux, il a dû faire face à des limitations matérielles gigantesques. On parle de jeux dans lesquels le joueur doit voir un décor par les yeux du personnage qu'il incarne. Ce décor, il est en 3D, ou en pseudo 3D. Et l'idée, c'est qu'évidemment, il va falloir calculer l'ensemble de tous les polygones qui sont visibles par la personne à un instant T. Mais ça, avec le matériel existant dans les années 90, c'est très complexe, voire impossible. Mais John Carmack, il a justement révolutionné l'industrie, et plusieurs fois en plus, parce qu'il a adopté des méthodes de calcul un peu différentes, souvent assez astucieuses, comme le raycasting par exemple. Et l'idée, c'était d'alléger la puissance demandée au matériel de l'époque. Alors John Carmack, il a eu une influence énorme sur l'industrie du jeu vidéo, et plus récemment dans le domaine de la VR et de l'IA. What I said a couple years ago is a 50% chance that somewhere there will be signs of life of AGI in 2030. And I've probably increased that slightly. I may be at 55-60% now because I do think there's a little sense of acceleration there. On va passer à une autre personne, autre époque aussi, Margaret Hamilton. Est-ce que vous connaissez? Alors, c'est la personne qui a inventé le terme de software engineering. Bon, déjà, ça pose un peu le personnage. Elle avait simplement compris que la programmation, c'était un véritable processus d'ingénierie. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a marqué l'industrie. On parle ici des années 60. L'informatique en était à ses débuts, et elle va contribuer à la définition de la discipline moderne de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ingénierie logicielle. Mais surtout, parmi ses réalisations célèbres, elle a travaillé sur le logiciel embarqué sur la fusée Apollo, vous savez, celle qui a atterri sur la Lune en 69. Ce programme, il a introduit des notions de tolérance aux pannes, qui sont pas si habituelles que ça pour l'époque, et bien sûr dans un environnement très contraint. C'est-à-dire que les ressources matérielles que vous avez sur la fusée, elles sont nettement inférieures à ce qu'on a aujourd'hui même sur un téléphone. Mais vraiment de très très loin. Alors évidemment, je vous demande pas d'être John Carmack ou Margaret Hamilton. Là, j'avais besoin d'exemples connus, de personnes qui ont eu un impact, et voilà, que vous sachiez reconnaître ce que c'est qu'un impact. Mais l'impact, c'est aussi d'être capable d'optimiser les coûts de production dans son entreprise. C'est d'être capable de débloquer une situation business avec l'aide d'une nouvelle brique technologique. C'est aussi la capacité à emmener son entreprise à passer une révolution technologique. Alors ça peut être le cloud il y a quelques années, ou l'IA aujourd'hui. Maintenant, j'ai une autre façon de définir le rôle de staff. C'est la capacité de certains à trouver les problèmes sur lesquels il faut vraiment travailler. Parce que tous les problèmes ne se valent pas. Et certains, il ne faut pas passer le temps dessus. La difficulté dans une entreprise, c'est pas de trouver du boulot. Du boulot, il y en a toujours. C'est de trouver le cap, les problèmes qui valent le coup d'être résolus. Alors je m'explique. Junior, dans un job, on vous file les tâches très définies. Et il faut apprendre à bien les faire, et puis c'est tout. À partir de confirmer, les tâches sont un peu moins bien définies. Il y a 2-3 problèmes qui traînent. Voilà, on ne vous a pas expliqué comment il fallait les faire, mais vous allez trouver. Senior, on vous file un problème connu à résoudre, mais c'est à vous de savoir comment le résoudre. Il y a 0 détail sur les solutions. Et à partir de cette étape-là, ça se complique. Staff, on ne va pas vous expliquer un problème à résoudre, on va vous dire, voici les objectifs d'une équipe. Alors une équipe, ça peut être une équipe produit, un département d'entreprise, une entreprise, etc., etc. Par exemple, ça peut être, cette année, il faut qu'on réduise les coûts d'opération sur le cloud. Ou alors, il va falloir qu'on ouvre le produit sur un autre continent. Voilà. Là, j'espère que c'est assez concret. On va, à partir de ces objectifs, il va falloir trouver l'ensemble des vrais problèmes à résoudre. Quelles sont les choses qui doivent rentrer dans un processus industriel d'ingénierie et qui, une fois résolus, vont contribuer à cet objectif global. Et d'ailleurs, le truc, c'est pas juste de trouver les problèmes, finalement, les problèmes, il y en a des tonnes. Mais le but, c'est aussi de savoir les trier, savoir n'extraire que ce qui est important. Et ce qui fera ensuite la différence entre un staff, un principal, un équipe, etc., c'est la portée du problème. Plus le problème est éloigné, on va dire, de l'équipe produit, alors comment expliquer ça? Plus il est high level, plus il concerne la compagnie en entier, la société en entier, plus on confie ça à des principales, distinguished, etc. Et donc c'est ça qui matérialise la progression entre un staff, un principal, etc. C'est qu'on va participer à la définition d'objectifs de plus en plus complexes. L'idée, c'est d'être capable d'analyser une situation de plus en plus éloignée de uniquement la technique, et c'est assez intéressant de le faire, parce qu'il va falloir qu'on comprenne aussi le marketing, les ventes, la finance, etc., etc. Et d'ailleurs, toutes les boîtes qui n'ont pas de tech impliquées dans la stratégie d'une entreprise, toutes ces boîtes, elles n'auront jamais une approche technologique, une approche produit. Toutes ces boîtes que j'entends dire, on n'innove pas assez. Alors on a embauché les meilleurs développeurs et développeuses, mais on ne voit pas d'impact significatif. Systématiquement, on remarque qu'il n'existe aucune personne tech qui bosse sur la stratégie. Il n'y a pas de tech dans les réunions produits, il n'y a pas de tech au comité de direction, etc. etc. Alors, vu que je parle de participer à la stratégie de la boîte, est-ce que c'est pas un peu le rôle d'un manager? Parce que je parlais d'impact, et on pourrait croire que seuls les managers ont de l'impact, parce qu'ils ont la responsabilité de gérer des gros groupes d'individus sur des gros projets. Alors oui, mais justement, les staffs, ou les staff plus, je vais
je vais dire ça maintenant. Ils ont un rôle à jouer dans la gestion de groupes d'individus, mais ils font pas de management direct. Ils gèrent pas d'équipes de développeurs au quotidien. Mais ils ont un autre type de management qu'on appelle le management d'influence. L'idée, c'est qu'il faut être capable de convaincre, de communiquer et de négocier. Mettre les gens autour d'une table. Expliquer l'usage d'une technologie et comment elle peut avoir de l'impact pour l'entreprise. Amener les gens à prendre des décisions rapides. Et juste ça, c'est super dur. Et tout ça, c'est une forme de management. Parce que le management, c'est justement par définition l'ensemble des techniques pour faire travailler des gens ensemble. C'est pas le fait de remplir des fichiers Excel ou de faire des entretiens individuels, c'est pas ça. Mais pour un staff, ce sera pas du management direct. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en même temps, c'est plus un job où on fait 100% de dev. Parce que ça se prépare d'aller convaincre des groupes de personnes. Ça se travaille de présenter des solutions technologiques. C'est pour ça que prendre un rôle de staff, c'est aussi accepter que son boulot change, même si ça reste de la contribution individuelle. Alors, je vais ouvrir une parenthèse ici, c'est pas une finalité d'ailleurs, de réussir à avoir une influence au niveau de son industrie et d'être philo-ingénieur. On n'arrivera pas tous à le faire. C'est important de le comprendre ça, parce que quand on est junior, on le sait, on peut pas rester junior toute sa vie. Ça, ce serait une anomalie. On doit devenir senior. Mais par contre, c'est pas une finalité de passer les caps d'après, c'est pas une finalité d'être staff. On peut être senior et expert toute sa vie et avoir de bons salaires, et c'est très bien. Mais c'est vrai que si on veut augmenter son impact, et là je parle de motivation personnelle, si on a envie d'avoir un impact de plus en plus fort, il faut accepter que ça passe par d'autres types d'actions. La pure expertise, la majorité du temps, il y a des exceptions, mais elle va vous limiter, sauf encore une fois dans des cas très particuliers. Mais je vais aller un peu plus loin là-dessus, on va parler du quotidien d'un ou d'une staff. Il y a des archétypes de staff. Alors, ce que j'appelle un archétype, ce qu'on appelle un archétype, c'est pas moi qui l'ai inventé, voyez-le un peu comme une caricature. C'est un stéréotype de personne. Et chacun de ces archétypes, il peut créer de l'impact d'une façon différente. Donc c'est pas le même job au quotidien. Tous les staffs n'ont pas le même job au quotidien. Grâce à ces archétypes, on va comprendre justement en quoi consiste concrètement le job, et ça va permettre de répondre à certaines questions. Par exemple, où se situe l'architecte dans tout ce nouveau vocabulaire? C'est un des archétypes justement. Le site staffeng.com en recense quelques-uns. Et c'est pas exhaustif, encore une fois, pour moi, staff, ça se caractérise par la capacité à créer de l'impact, à avoir de l'influence, à trouver les bons problèmes à résoudre. Donc là, la liste que je vous donne, c'est un exemple de ce que ça peut être un staff, mais il peut y avoir d'autres exemples ailleurs. Bref, le site parle de tech lead, architecte, solver, right hand, on fera les versions françaises après, et personnellement, moi j'aime bien rajouter explorateur et product engineer. Le tech lead, c'est celui qui encadre l'approche et l'exécution sur une équipe. L'exécution, c'est la capacité à faire les choses, tout simplement. L'architecte, il est responsable de l'approche pour un domaine complexe et ou critique. Donc ce sont des personnes qui ont une connaissance profonde d'un système, mais aussi des contraintes externes sur le système. Par exemple, si vous faites du paiement sur Internet, c'est complexe, mais l'idée, c'est pas uniquement de comprendre la complexité technique. L'idée, c'est de comprendre aussi la complexité légale, ou la complexité opérationnelle. Ensuite, le solver. Alors, en français, je sais pas trop comment on pourrait dire, le résolutionnaire. Ce sont des personnes qui sont capables de démêler des problèmes complexes et trouver le bon chemin pour en sortir. Donc, ils peuvent aller de point chaud en point chaud dans l'entreprise, et ils sont capables de s'adapter à chaque situation. The right hand, la main droite. Voilà, ce sont des organisateurs, ce sont des personnes qui sont des relais. C'est pas des managers, mais ils contribuent à l'exécution d'une vision technologique ou organisationnelle. Donc, par exemple, comment transformer la façon dont on utilise une usine logicielle dans une équipe. Mais ça peut être bien plus large, c'est comment on aborde une transition technologique, passer sur un nouveau cloud, comment on passe à l'IA, etc., etc. Moi, à cela, j'aime bien rajouter les explorateurs, parce que je viens des startups, donc je sais que c'est nécessaire, c'est extrêmement précieux. Ce sont des gens capables d'explorer des pistes non balisées et capables de prototyper rapidement. Ça peut être aussi quelqu'un qui est capable de démarrer une nouvelle ligne business dans une entreprise déjà existante. Et puis enfin, vous avez le product engineer. Ça se rapproche un peu de ce que je viens de raconter, mais c'est un peu différent. C'est la personne qui sait très bien faire la jonction entre la technique et le business au sein d'une équipe produit. C'est un très bon partenaire pour un product manager, parce que c'est quelqu'un qui comprend extrêmement bien le domaine métier. C'est peut-être quelqu'un qui peut être très impliqué, autant que le product manager, dans la définition du produit. Bon, vous m'avez compris, tout ça pour dire, il y a plein de façons d'être staff, mais tous se caractérisent par une capacité à prendre du recul. Il ne s'agit pas d'empiler les tâches que quelqu'un vous a fournies. L'idée, c'est de trouver les bons problèmes à résoudre, encore une fois. Savoir bosser avec les autres aussi, sans être le râleur de service. D'ailleurs, je vais faire une parenthèse là-dessus parce que c'est important. Avoir le rôle de trouver les bons problèmes à résoudre, de prendre du recul, de proposer des alternatives. Il y a plein de façons de le faire. Et la mauvaise façon de le faire, c'est en râlant constamment sur ce qui ne marche pas. En se disant, ils vont peut-être finir par réaliser qu'il faut faire autrement. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser un truc. Bon, en tant qu'ex-CTO.
À partir de staff, j'attends des personnes qu'elles soient là, pas pour m'amener des problèmes et leur frustration. Moi, ce que j'attends, c'est qu'elles m'apportent des solutions, des options. Bon, je passe tout ça. En tout cas, grosse maille, si je récapitule les actions d'un ou d'une staff, on peut résumer à créer la direction technologique. Voilà. L'idée, c'est où est-ce qu'on va. Animer, par exemple, les tech radars, être à l'initiative d'ADR ou de RFC, faire du mentorat, s'assurer du respect des bonnes pratiques, faire du benchmark de produits concurrents ou évaluer des technologies pour notre usage. Ça peut être la surveillance technologique des projets, vérifier que les projets complexes fonctionnent bien et que les dépendances sont bien comprises. Et puis il faut aussi mettre les mains dans le cambouis parfois, et donc faire de la résolution de problèmes. Maintenant qu'on a dit tout ça, c'est bien, mais comment on devient staff? Et combien ça gagne aussi? Est-ce que ça vaut le coup vraiment d'avoir autant de responsabilités? Bon, je vais partir du principe que le staff, c'est quelque chose qui existe dans la boîte où vous êtes, parce que si c'est pas le cas, il va falloir créer ce rôle, et je vais pas traiter ce sujet, ce serait vraiment trop long. Donc bref, je pars du principe que ça existe. Le plus évident, pour moi en tout cas, c'est qu'il faut avoir déjà créé de l'impact. L'astuce pour être promu, souvent, c'est d'avoir déjà le rôle qu'on vise. Et de façon régulière dans le temps. Hein. L'idée, c'est pas d'avoir de l'impact une fois, l'idée, c'est d'en avoir vraiment dans la durée. À partir de là, il y a deux méthodes que je connais pour le faire reconnaître. En tout cas, c'est ce qu'on a utilisé chez Malte. D'abord, tenir à jour un hype doc. Alors, c'est pas une excentricité chez Malte, hein. J'ai découvert ce mécanisme, le mécanisme du hype doc, via un ami chez Square. Le principe, c'est de consigner dans un document l'ensemble des réalisations et des contributions pour garder une trace tangible de son impact. Et d'ailleurs, attention, à partir de staff, c'est un document qu'on réalise soi-même. Avant staff, ok, ça peut être son manager qui le fait, mais à partir de staff, c'est vous qui êtes responsable de votre carrière. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Donc c'est à vous de tenir à jour ce helpdoc. Le deuxième mécanisme, c'est d'avoir un sponsor, en dehors de l'engineering. Parce que avoir un sponsor, ça permet de démontrer qu'on a de l'influence dans des sphères au-delà de l'engineering. Chez Malte, avoir un sponsor, c'est obligatoire pour passer staff et plus. Par exemple, est-ce que le directeur financier, il appuie mon passage en staff? Et pourquoi? Juste parce que c'est un pote, ça marche pas. Hein. Mais tout ça, c'est des exemples d'implémentation. C'est globalement ce que j'ai observé dans l'industrie, mais après, ça s'adapte à votre contexte. Là, vous avez juste un peu l'idée. Maintenant, parlons salaire. Le rôle de staff étant encore peu répandu en France, même si ça change depuis les 4-5 dernières années, il y a encore assez peu de données là-dessus. Et tous les sites généralistes d'emploi n'ont pas ces données. Tous les Your Mind Linker, Wheel of Dev, etc., ils proposent en général pas de poste de staff. Donc c'est pas là que vous trouverez l'info. Les moyennes ne seront pas significatives. Le rôle de staff, il était jusqu'à présent majoritairement un rôle en start-up, en scale-up, et plus ou moins dans quelques gros corporates français du CAC 40, qui se sont finalement emparés du terme depuis très peu de temps. Ce que je vais vous donner ici, c'est mon benchmark. C'est un travail personnel que j'ai constitué en étudiant le marché dans un but précis. Créer l'échelle de salaire chez Malte. Donc c'est concret ce que je vais vous raconter. J'ai collecté de nombreuses données venant de scale-up françaises. Staff, grosso modo, c'est dans la fourchette 60-80 en kilo-euros annuel brut. Principal, c'est dans la fourchette 80-120. Alors les fourchettes, je sais bien, elles sont larges. Ça dépend des boîtes déjà, ça dépend de la définition des postes aussi. Principal dans une boîte de 100, c'est pas la même chose que principal dans une boîte de 10 000 aussi. Et puis, il peut y avoir des avantages que je n'inclus pas ici. Des actions gratuites, de l'abondement sur des plans d'épargne, des avantages en nature, etc. etc. Distinguished et philo, c'est vraiment trop du cas par cas pour vraiment donner une fourchette. Mais on peut facilement dire que ça commence à partir de 100K et ça peut monter assez haut. Ça peut être des salaires qui sont équivalents à ceux d'un CTO. Donc oui, globalement, ça vaut le coup de passer staff. Ça permet de passer le cap des 50K annuels bruts qui a longtemps été le plafond de verre en tant que contributeur individuel. Par contre, évidemment, ça s'accompagne de charges différentes, de la nécessité de ne plus reposer que sur la technique, de comprendre toutes les contraintes de la boîte pour proposer des alternatives qui ne sont pas délirantes, et voilà, qui ne sont pas complètement déconnectées. Et objectivement, oui, c'est un autre boulot que juste senior. Mais d'un autre côté, c'est un peu normal, non? Parce que si on passe senior après 6 ans, est-ce que vous imaginiez vraiment que sur les 30-40 ans de carrière qui nous restaient derrière, le métier, il allait rester strictement identique? En fait, c'est super bien. Être senior, c'est la première marche vers le reste. La première marche vers un travail d'ingénieur qui comprend ce qu'il faut construire. Et pourquoi? Mais cette marche, vraiment, elle vaut le coup d'être grimpée. Bon, sur ce, je crois que j'ai fait le tour. Alors, vous pouvez maintenant retourner à une activité normale, et cette activité, c'est d'aller chercher les problèmes à résoudre. Allez, salut.